Résumé, la règle ultime, toujours acheter un actif et pas un passif. Quel bien je dois choisir? On a dit pas de copropriété idéalement, idéalement des logements, multiples unités et en fonction de notre capacité d'emprunt. Même si on peut acheter des biens un peu plus que notre capacité d'emprunt, bah, on emprunte des Family Friends and Fools, on fait des nantissements ou d'autres choses qui nous permettent de récupérer cet argent un peu rapidement. Idéalement, acheter des maisons et des immeubles de rapport. Au moins, il n'y a pas de copro et on peut faire ce qu'on veut avec. Good. Dani, alors comment je loue mon bien? Tu fais ce que tu veux. Tant que tu ne déroges pas à la règle ultime, et c'est un cash flow positif, fais ce qui te semble bon. Moi, personnellement, je te fais la location classique pour avoir plus de temps, focus pour accumuler après et chercher d'autres choses. D'autres gens, quand ils commencent ou quand j'ai commencé, c'est moi-même qui gérais mes biens. Et je t'invite à gérer tes biens en colocation et en Airbnb pour commencer. Et ensuite, faire les trois ou basculer purement sur un truc qui te plaît. Mais idéalement, ne fais pas purement Airbnb. Parce que si tu as le Covid de nouveau, par exemple, ou des trucs similaires, et que les gens ne voyagent plus, bah, du jour au lendemain, tu perds tout. OK? Alors, la fiscalité. Dani, quel module sur l'aérofiscalité d'ingénierie aérofiscale? Merci, parce que maintenant, basé sur ma situation actuelle, je sais si je dois commenter en privé ou en société, et je sais à quel moment faire du looping du privé en société et du société en privé. C'est très clair, merci. Ensuite, pour terminer le pré-invest, comment trouver la bonne affaire? Il faut faire quatre choses. Mince. Première, visiter beaucoup pour activer la loi d'attraction et attirer plus de chances vers vous. Et apprendre le vocabulaire et entraîner votre œil pour voir l'immobilier. Deuxièmement, vous devez aussi poser des questions pendant la visite pour allumer les boules, les, les ampoules. Plus vous avez des ampoules qui disent le vendeur est pressé ou le bien, il a des soucis, plus je vais revenir tranquillement, sans faire le marchand de tapis. Je calcule mon cash flow ROI, RA. Cash flow, ça me dit combien de l'argent qui rentre dans ma poche. Le RA, au bout de combien d'années je récupère l'argent, ce que j'ai mis comme apport. Et le ROI, ça me sert à comparer avec tous les autres biens que j'ai visités, avec l'outil Excel que je vous ai donné, vous les comparez et vous les imprimez un peu sur un papier. Et je regarde un peu comme ça avec mes mentees et je dis, tiens, ça c'est intéressant, creusons un peu plus là-dessus parce que le ROI est meilleur. Et puis je lui dis, écoute, ajuste le prix pour que tu aies ce ROI-là et envoie l'offre. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va l'accepter. Et parfois, il accepte. Et c'est comme ça qu'on trouve les bonnes affaires par rapport à la location. Par contre, si vous voulez voir l'immobilier en multifacette, vous devez être entraîné en achat-revente, en options cessibles, vous devez comprendre l'urbanisme, les infractions, les types de crédits, la colocation, les Airbnb, tout ça un peu mélangé. Vous voyez l'immobilier en multifacette et vous pouvez toujours trouver des bonnes affaires. En fait, vous pouvez faire carrière. Je connais des gens, architectes, comptables, des gens qui sont vraiment, qui ont un métier intéressant ou salariés cadres. Ils font une opération d'achat-revente, ils font 60 000 euros de bénéfices. Ils me regardent comme ça et me disent, fuck l'ingénieur. J'ai fait des études master bac plus 2, bac plus 5. Je suis ingénieur ou je suis architecte, ou je suis comptable. Il me dit, Danny, fuck, c'est terminé. Merci, tu as changé ma vie. À partir de maintenant, je vais faire des opérations. En une opération, j'ai accumulé plus que j'accumule toute une année en tant qu'ingénieur. J'arrête l'ingénierie. Non, qu'est-ce que tu racontes? Ta mère, elle t'a dit que tu es le seul qui a fait des études. Ton ego, tu es ingénieur. Tu peux lui dire que tu es ingénieur. J'en ai rien à foutre de mon ego, Danny. Je préfère être marchand et gagner 100 000 euros que ingénieur et j'arrive pas à accumuler 20 000 tous les mois. Je sens ton désir ardent. Félicitations. On va faire plus que 60. Good. Ensuite, je vous ai montré comment il fait une offre d'achat. Je vais vous donner une offre en document Word, mais s'il vous plaît, lisez-la avant d'envoyer. Et vous avez la structure. Pensez à mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en fonction de la structure que je vous ai donnée. Je vous ai donné des astuces, juste ça, juste ça, le module 6. Je vais vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros. Donc, si vous prenez la valeur de ce que vous êtes en train d'apprendre ces 2 jours pendant le séminaire, j'aimerais bien que quelqu'un à la fin me dise quelle est la valeur, combien il perçoit la valeur de ce qu'il a appris ce week-end, pas le prix. Ok. Juste avec ce module-là,
vous allez économiser des dizaines et des dizaines de milliers d'euros à ne pas payer à l'État et inutilement à droite à gauche, légalement. Combien de fois vous faites des frais d'agence inclus, des frais de mobilier inclus? Maintenant, good, Danny, l'offre vient d'être acceptée. Yes, 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 yes. Bravo, bravo. C'est le début. Tu es à moitié chemin. Maintenant, c'est la dernière étape et c'est la plus facile. C'est le financement bancaire. C'est l'effet de levier financier, en fait. Dans ce qu'on a vu hier, réduire tes passifs, réduire tes dépenses, augmenter ton accumulation. 4, utiliser l'effet de levier financier, l'other people money ou l'argent des autres, ADA. C'est cette partie, le module 7A. Le module 7A. Le module 7A, il va t'apprendre un peu ce que c'est l'effet de levier financier. Donc, regardez à quoi ça ressemble. Le financement bancaire. Il y a Archimède, ou je ne sais plus qui a dit ça, donnez-moi un levier. Ça, c'est un levier. Et un point d'appui. Ça, c'est un point d'appui. Et je soulèverai le monde. Excellent. Donc, donne-moi un effet de levier financier. Ça veut dire, cette partie-là, c'est les prêts à la banque. L'appui, c'est ton apport. Donc, tu mets un petit apport comparé à l'effet de levier financier. C'est pour ça qu'on dit un effet de levier. Parce que plus tu as un effet de levier élevé, plus c'est facile de soulever des grands bâtiments. Et des grands bâtiments égale plus grand revenu passif égale sortir de la banque. La banque, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier financier. OPM, c'est Other People Money ou ADA, argent des autres. C'est les investisseurs utilisent l'argent des autres pour s'enrichir. Maintenant, je veux que vous compreniez ce qui se passe derrière les rideaux. Et ça, qu'à chaque fois, je demande à mes banquiers, à mes amis avec qui je mange, je dis, s'il te plaît, viens présenter ce module-là parce que ça donne plus de crédibilité quand je te le présente. Toi, tu es un banquier. Il m'a dit, Danny, t'es fou. Tu veux que je perde mon emploi? Épargne-moi ces histoires. Tu m'envoies tes gars, je les finance et chacun son côté. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe derrière là. Si vous avez 1 million d'argent, vous le déposez sur un compte d'épargne à la banque, elle va vous payer des intérêts tous les mois. Donc pour la banque, c'est considéré comme un passif. OK? Et pour vous, vous récupérez des intérêts tous les mois. Donc vous, l'argent considéré pour vous comme un actif. Maintenant, si la banque te fait un crédit pour acheter un immeuble, donc la banque me prête 1 million, moi, je vais lui payer des intérêts tous les mois. Donc pour elle, c'est un actif, car je lui paye des intérêts. OK? Et pour moi, est-ce un actif ou c'est un passif? Donc à chaque fois, moi, c'est moi qui paye des intérêts. Donc pour moi, le crédit de 1 million est un actif ou est un passif? La plupart des gens me disent c'est un passif parce que tu payes des intérêts. Et je dis c'est faux. Ça dépend. Si je prends ce million et j'achète un immeuble et ça me rapporte plus que je dois payer comme intérêt, c'est un actif. Ah ouais, ah ouais, c'est vrai, Dan, j'avais pas pensé. C'est clair maintenant. You got it? Très bien. Maintenant, tu as déposé 1 million sur le compte bancaire. Attends, toi, regarde ce que tu as fait. Tu as pris ce million. Déjà, tu as pris un risque d'avoir ce million. Tu es allé visiter des biens. Tu as négocié. Tu as trouvé le bon vendeur. Tu t'es éduqué pour faire des bonnes offres, à ventiler le mobilier du mobilier, à faire des travaux, à meubler, à prendre du risque, à prendre des locataires. Et tu le loues et tu génères des revenus passifs qui sont supérieurs au crédit que tu rembourses à la banque. Ça, c'est le capitalisme. Ça, c'est le libéralisme. Tu mérites tu mérites de réussir. C'est ça qui est beau dans le capitalisme, le mérite. Pas parce que tu es né, tu as le droit à. Pourquoi tu as le droit? Tu dois mériter. Il y a beaucoup de gens que j'accompagne, ils ont cette énergie, j'ai le droit à. J'ai le droit à. De quoi as-tu droit? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter, plutôt, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour avoir? Là, c'est du mérite. Tu mérites de réussir financièrement. Tu as pris du risque. Et oui, Dani, c'est normal. OK, good. Maintenant, la banque. Tu déposes 1 million sur ses comptes et c'est elle qui te paye des intérêts. Donc pour toi,
c'est un actif parce que tu récupères l'argent. Mais pour elle, c'est un passif parce qu'elle te paye des intérêts. Faux! Tu m'as pas demandé qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent, la banque. Et c'est là, on ouvre le rideau et on se rend compte qu'en fait, il y a quelqu'un qui joue avec la marionnette. Si la banque, elle prend ton million d'euros que tu as déposé et elle fait des projets immobiliers, créer des choses, ou, ou elle investit, ou elle fait quelque chose où elle mérite de gagner de l'argent, 100% d'accord qu'elle gagne de l'argent sur mon argent. Mais malheureusement, ce que fait la banque, elle va imprimer, elle va dire, tiens, il y a 1 million, j'ai le droit d'imprimer 9 ou 10 fois plus. Donc, elle imprime 10 millions de faux argent. C'est comme ça qu'on imprime de l'argent. Et elle va les prêter à des gens comme vous et moi. Et elle va prêter à 10 personnes 1 million chacun. Et elle va avoir 10 fois les intérêts de ces personnes. Et ces 10 intérêts, elle va te verser juste un intérêt de ça. Et elle a 9 intérêts sur du fake money, de l'argent qu'elle a créé, qu'elle n'a pas. Et quand tu comprends ça, tu comprends que ça s'appelle le système de réserve fractionnaire, qui a été fait peut-être exprès pour éviter que s'il y a quelque chose qui ne va pas, les banques ne paniquent pas et ils viennent récupérer leur argent à la banque et ça fait des crises et tout ça. Mais c'est comme ça qu'on imprime de l'argent. Et ça, ce n'est qu'une bombe à retardement. Robert Kiyosaki m'a toujours dit. C'est une bombe à retardement. Ça veut dire, plus tu imprimes de l'argent, plus tu gonfles le ballon. Et il a pris une épingle comme ça, il gonflait un ballon de ouf et pouf, il m'a dit tôt ou tard ça va exploser. Et quand ça explose, souris, parce que seul celui qui est endetté, il va s'être sauvé. Et tous ceux qui ont leur argent à la banque, ce sont les losers. Et quand j'ai compris ça, qu'en fait, on ne joue pas aux mêmes règles, les banquiers, les assureurs, les sociétés pharma, les sociétés agroalimentaires, les sociétés pétrolières, tous ces élites à qui on paye de l'argent toute notre vie, on joue pas, on joue pas du tout aux mêmes règles. S'ils jouent aux mêmes règles, c'est fair play. Mais là, il n'y a pas de fair play. Donc, tu as deux choix. Tu vas faire Don Quichotte et combattre le moulin et courage, parce que courage, de tout cœur courage, ou juste tu comprends comment le système fonctionne et tu es un peu plus aware dans la vie et tu y avances. Donc, grâce à ce système de réserve fractionnaire, par des jeux d'écriture, de l'argent qu'elle n'a pas et sur lequel, outre le remboursement du capital, elle touchera des intérêts. Donc, cette création de monnaie et contrepartie d'engagement juridique de tiers est par ailleurs tempérée par l'obligation de déposer une monnaie centrale, un pourcentage de dépôt, ça s'appelle réserve obligatoire. Bref, en conclusion, la banque adore que les personnes bloquent de l'argent chez elle, car elle peut multiplier ces montants-là, l'imprimer et prêter pour recevoir des intérêts sur de l'argent qu'elle n'a pas, guys. Ça veut dire, si vous et moi, on joue à ça, on va en prison. C'est-à-dire, si j'imprime de l'argent et je te donne et je te fais payer des intérêts sur du fake money, je fais la prison limite à vie. Donc, tu as compris que la banque, elle a un surplus d'argent. Aujourd'hui, on a imprimé de l'argent comme tu ne peux pas imaginer, des trillions et des trillions. Il y a une vidéo de Donald Trump, il y avait 7 8 mecs derrière lui et il lui tendait un peu le document à signer. Et il les regardait comme ça. Il a dit, j'ai jamais autant signé un montant 12 trillions ou 6 trillions. On n'a jamais autant imprimé d'argent. Il les regardait comme ça. Et ils étaient derrière lui en mode oppressant, en mode signe. Il a dit, hey guys, je signe, mais je ne sais pas ce qui va y arriver. Il savait que c'était une bombe à retardement. On n'a jamais autant imprimé de l'argent. En Europe et aux États-Unis, l'Europe suit toujours la Fed. La Banque centrale européenne suit la Fed, Federal Reserve Bank. Et si la Fed continue à imprimer, l'Europe est obligée de continuer à imprimer, sinon il n'y aura plus de compétition, il y a plus d'argent là-bas, le commerce va marcher beaucoup plus là-bas
Il y aura moins de chômage là-bas, ici, il y aura plus de chômage, et ainsi de suite. Donc, elle est obligée de suivre, mais c'est une question de bombe à retardement. Et c'est pour ça, on se demande, c'est pour ça, en fait, Robert Kiyosaki, il dit attention à la monnaie, à la monnaie. Il y a quelque chose qui va y arriver. L'hyperinflation arrive. Il n'arrête pas de dire attention, et c'est pour ça, il dit la bitcoins et les cryptocurrencies, c'est la monnaie du peuple. Peut-être c'est la solution. Je ne sais pas. Moi, ce que je vois, c'est que l'État, en fait, il est très strict sur les personnes qui rapportent de l'argent. Ça veut dire, va prendre 100 000 de ta crypto-monnaie, ramène-les sur ton compte bancaire, il te vire de la banque. Donc, vu que c'est trop contrôlé comme ça, c'est pas mon truc. Tu vois. Je n'ai pas envie d'aller me battre contre le banquier qui me prête des millions d'euros. Je veux qu'il continue à m'en prêter de l'argent. L'IMO et les business, ça reste quand même toujours valable. Si la crypto, c'est la bonne, ben, on va, on va trouver une solution le moment venu. Pas j'ai investi depuis 15 ans et rien, et ça monte, et je te dis, prends un peu d'argent pour acheter un bien, quelque chose de tangible. Non, 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 ça va halver encore. Ça fait 15 ans, mes potes me disent, ça va halver, ça va halver, ça va halver. Ils mettent tout leur argent dans un truc virtuel. Je dis, mais tu voyages avec? Tu es allé au resto avec? Tu as acheté une voiture avec? Tu as acheté un bien immobilier avec? Tu as acheté du mobilier avec? Quoi, tu vas vivre dans le virtuel? Tu vas acheter des photos de singes à 1 million? Wake the fucking up. Wake up. Wake up. Prends le fake money, investis dans des vrais actifs. Donc, il y a un surplus de fake money à la banque. Et elle est ravie de prêter ça aux personnes et aux sociétés afin de gagner des intérêts. Mais malgré cela, elle veut s'assurer que tu rembourses le fake money. Parce qu'elle fait des jeux d'écriture, elle ne veut pas qu'il y ait des non-balances. Donc, elle va faire quand même une analyse de risque. Elle veut te prêter de l'argent, mais elle veut analyser le risque. Et c'est là où je dis, les gars, si j'ai besoin de 30 000 euros parce que j'ai envie d'acheter un bien immobilier, qui me prête dans la salle? Et il y a plein de gens qui lèvent leurs mains. Tu vois. Et je dis, comment ça se fait, tu me prêtes, on ne se connaît pas. Il me dit, ouais, je te fais confiance. Et je demande à la salle, qui a déjà prêté de l'argent à quelqu'un? Presque la totalité de la salle lève la main. Je dis, gardez la main levée si cet argent n'est pas encore revenu ou n'est pas revenu en totalité. Et il y a toutes les mains qui restent levées. Il dit, ben, vous voyez, vous êtes les familles, friends et fous que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et vous n'avez toujours pas récupéré votre argent. On ne prête pas de l'argent à quelqu'un. Nous, on va emprunter de l'argent à quelqu'un pour atteindre l'indépendance financière. Après, on commence à prêter. Et vous êtes les mêmes à me dire, je vais prêter à Dani. Tu n'as pas appris ta leçon, ça fait 3 fois que tu prêtes de l'argent à quelqu'un, personne ne les a remboursés. Même à Dani, tu ne prêtes pas. Oui, mais Dani, c'est différent. Je dis, qu'est-ce qui est différent? Je ne sais pas, toi, tu as l'air un peu plus confiant. Ça ne marche pas, c'est subjectif. Par contre, ce que je voulais entendre de ta part, dis, Dani, qu'est-ce que tu me donnes comme garantie que l'argent va revenir? Et là, je te dis, écoute, voici les clés de la I8, tu la gardes chez toi une semaine. Si dans une semaine, je ne t'ai pas remboursé les 30 000, la I8, elle coûte 100, tu la gardes. Et là, tu vas dire, tiens, 30, et donne-moi les clés, et j'espère que tu ne vas pas m'appeler la semaine prochaine, parce que j'ai une voiture à 100 000 au lieu. Tu as une garantie. Si je ne te paye pas, tu as une garantie. Et je veux que quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, que vous ayez un peu minimum de garantie, et pas seulement basé 100% sur le subjectif. OK? Et la banque, elle va faire pareil. Elle analyse le risque pour te prêter de l'argent et elle veut une garantie. Donc, pour sa garantie, elle va se baser sur une approche subjective, objective et une approche subjective. Donc, l'approche subjective, c'est quoi? C'est elle va te regarder, comment tu es habillé, comment tu parles, quel est ton langage vocabulaire. Et elle va regarder comment tu présentes le projet. Tu arrives avec une belle présentation, tu parles du cash flow, tu parles d'inscription hypothécaire, de mandat hypothécaire, tu présentes le dossier, le calcul de cash flow, ROI, RA, tu présentes une expertise avec, tu as le devis des travaux, tout est bien propre, tout est structuré. Et elle te dit à quoi ça sert ce bien? Et ben, tu peux lui dire ce que tu veux parce que c'est subjectif. Tu peux lui dire, bah, c'est pour habiter dedans. Et puis après, tu vas le louer. Et ben là, la prochaine fois, tu vas la voir, elle va dire, attends, tu m'as menti l'année dernière. Non, mais je voulais habiter avec ma copine, mais on s'est séparés. Et puis,
voilà, je préfère maintenant habiter dans un autre bien, dans ce bien que je suis en train de vous solliciter pour. You got it? C'est purement subjectif. Donc, si vous êtes bien habillé, si vous êtes bien rasé, s'il vous plaît, ne laissez pas votre barbichette comme ça, n'allez pas en t-shirt. Un peu de cheat de parfum, ça sent bon pas la transpiration. Ça joue. C'est 30% de la décision. Et si ça, c'est bon, parfois, vous allez déroger à quelques règles. C'est lui qui vous permet de déroger aux règles. En mode, si vous ne rentrez pas dans les cases de la banque, chez les analystes, lui, le gars, il va vous dire, écoute, je le sens, ce gars-là, c'est un client depuis longtemps, nanana, nanana, il présente bien, je veux qu'on travaille avec lui, faites un effort, faites une dérogation à la règle. Et ça, l'approche subjective, ça vous aide à déroger aux règles et à négocier les taux. Ensuite, il y a l'approche objective. L'approche objective, c'est, il y a le score ou le rating, le scoring et les garanties et les sûretés. Donc, le scoring, il faut savoir que toutes les personnes, si vous avez un compte bancaire, avec le comportement d'achat avec votre carte bancaire, avec ce qui rentre, ce qui sort, si vous avez des cartes de crédit, si vous avez déjà été une fois euh, en retard de remboursement de crédit, si vous n'avez pas déposé les bilans à temps en société, si vous êtes en retard de MSS, si votre société est risquée, si votre métier est risqué. Donc, il y a toute une matrice de 20-30 paramètres que les banques ne vous donnent pas. C'est quoi ces matrices-là? Et en fait, vous êtes scoré à la banque. Et le score, chaque banque est différente. 0, ça veut dire que vous n'êtes pas risqué du tout. 3, 4, peu risqué. 7, 8, moyennement risqué. 10, 11, 12, vous commencez à devenir très risqué. 12, c'est la faillite pour certaines banques. Et donc, en fonction de votre score, vous êtes tous scorés, sachez-le. Mais les banques ne vous parlent pas de ça. Ils vous connaissent mieux que vos propres parents. Parce que montre-moi tes finances, je te dirai qui tu es. Je sais si tu es malade, je sais que si tu es divorcé, je sais que si tu es sous pression financière, ton comportement d'achat, comment il est, compulsif, réfléchi. You got it? Donc, comment nettoyer le score? C'est souvent, vous allez voir votre banquier, ils vous disent non, je ne vais pas vous prêter. Et vous allez chez un autre banquier, il vous prête parce qu'il ne connaît pas votre score. Donc, idéalement, il faut les 6 premiers mois, les 6 mois avant d'investir, commencer à nettoyer vos comptes. Ne pas faire des achats compulsifs. Ne pas dépenser trop. Verser un montant régulier pendant 6 mois et montrer que votre courbe d'accumulation, elle augmente. Faites un deuxième compte pour l'investissement. Comme ça, vous retirez les 6 extraits de compte de ce compte d'investissement et vous donnez à la banque à qui vous voulez jouer. Comme ça, elle fait son propre score basé sur vos extraits de compte. Et ça, c'est 20%. Ça vous aide à avoir des meilleures conditions de taux, des durées plus longues et ainsi de suite. Si tous les deux, on commence un peu avec le même montant d'apport, le même bien, le même âge, le même métier, eh ben, celui qui a un meilleur score va avoir des taux différents. Et les 50% vraiment de l'accord du crédit, c'est les garanties. Ça, c'est y a pas, c'est purement objectif tout ça. Score et garantie. Il se base sur des choses. Score, par exemple, si tu es marié, combien d'enfants à charge? Ton métier, est-ce qu'il est risqué ou pas? Ça, tu peux pas mentir. Ta nationalité, il joue avec tout ça. C'est une sorte de matrice en privé et une sorte de matrice en société pour donner des scores à tes sociétés. Et ça, souvent, j'ai été, par exemple, à une de mes banques, je dis à ma banquière, c'est bon, montre-moi, c'est quoi les critères? Non, on ne peut pas, Dani. C'est bon, ça reste entre nous. Elle tourne un peu l'écran comme ça, elle me dit, regarde, voici les critères en vrai pour ta société. Je dis, s'il te plaît, imprime-moi ce document. Elle me dit, je ne peux pas, Dani. S'il te plaît, ça reste entre nous. J'ai le document et je vais vous l'envoyer. Pendant que vous téléchargez les documents, comme ça, vous pouvez voir quels sont les trucs scoring rating. OK? Tu ne peux pas garder un secret. Tu ne peux pas. Je ne peux pas cacher ça. Vous devez tout savoir. Garantie et sûreté. Garantie et sûreté. Quelle est ma garantie que l'argent va revenir? La meilleure garantie pour la banque, c'est un peu le scoring. Ça c'est les scoring, personnes physiques, société. Voici un peu les critères. Et à la fin, zéro, pas de risque.
12 au risque, 15 faillite, en fonction, exemple, scoring. OK? Voici ce que vous devez faire pour améliorer votre scoring. Et maintenant, ce qui compte, c'est les approches objectifs, les garanties et sûreté. Donc, la meilleure garantie que la banque a, on appelle ça la sûreté, que son argent va revenir, c'est l'hypothèque. Donc, elle met la main sur le bien et comme ça, elle peut le vendre en vente forcée et récupérer son argent. OK? Ça, c'est une garantie pour la banque. Une autre garantie, c'est qu'elle vous voit en train de mettre un apport. Elle dit, tiens, si le gars, il met 20%, c'est pas un marboule quand même, il ne va pas perdre son argent. Il met quand même 20%. Ou un nantissement, il met 20% de nantissement. Il les bloque sur mon compte. S'il y a quelque chose qui arrive, je peux les récupérer. Donc, c'est une garantie pour moi. On dit minimum d'inscription hypothécaire, maximum de mandat hypothécaire. Le mandat, à tout moment, je peux le transformer et le rendre en hypothèque, elle dit la banque. Donc, c'est une garantie pour moi. Les assurances soldes restendues, c'est-à-dire si vous décédez, elle veut être sûre que son argent revient. Si vous mettez d'autres biens en garantie, c'est une garantie pour la banque. Si vous portez caution personnelle, alors si vous faites un investissement en privé, ben votre caution personnelle, elle y est, quoi, parce que la responsabilité est illimitée. Mais si vous faites en société et la banque vous demande une caution personnelle, vous dites non. Et ça, c'est en France souvent quand vous investissez dans les SAS et SARL. Elle vous demande de mettre votre caution personnelle. Alors, si dans les pires des cas, juste pour le premier investissement, ils veulent une caution personnelle, acceptez si vous n'avez pas le choix, mais vous la limitez dans le temps. Ça veut dire, vous n'attendez pas 25 ans sur la durée de crédit, la caution personnelle, vous la limitez 3 ans ou 4 ans et vous la limitez sur un montant maximum de peut-être 20 000. Tu n'as pas besoin de mettre sur la totalité du bien immobilier 300 000. Vous comprenez? Vous mettez juste 20 000, 30 000 et vous la limitez 2, 3 ans dans le temps. Et la durée du prêt. Plus la durée du prêt est faible, plus tu rembourses de capital rapidement. Et s'il y a quelque chose qui arrive, je peux, grâce à mon hypothèque, je peux le vendre, ce bien, et récupérer largement ce que j'ai mis sur la table, a dit la banque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les 7 ou les 8 sûretés. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous assure, c'est exactement ce que je fais. Je me présente bien, fil de parfum, je me rase. Si vous avez une barbe, OK, taillez-la correctement. Si vous êtes une femme bien habillée, pas de t-shirt, pas de trucs, un tailleur, une robe, et vous allez voir le banquier et vous parlez, bonjour monsieur le banquier, ça c'est subjectif. On présente bien, vous vous présentez bien et vous parlez. Bonjour monsieur le banquier, je suis là pour vous solliciter pour un investissement immobilier. Je désire atteindre mon indépendance financière, donc j'ai commencé dans l'investissement, j'ai visité une cinquantaine de biens et vous sortez tout ce qu'on a appris un peu dans le séminaire à droite à gauche. Et voici le bien, je l'ai choisi parce qu'il y a 4 unités. S'il y en a une qui ne se loue pas, il y a trois quand même qui couvrent le crédit. Et je suis prêt à mettre, par exemple, un apport de 10%, 15%, 20% ou un nantissement de 10, 15, 20%. Et le reste, je veux un prêt. Ce qui m'intéresse, c'est que ça soit sur 25 ans. C'est la durée de crédit qui m'intéresse le plus. Et s'il vous plaît, ce qui m'intéresse, c'est le minimum d'inscription hypothécaire et le maximum de mandat hypothécaire. Et je me tais. Et voici le devis, il va te demander, voici le calcul de cash flow, tu lui présentes ça et tu lui demandes ça toujours. Il te dit, et les taux d'intérêt? Tu dis, les taux d'intérêt, je m'en fous complètement parce que le taux du marché, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la durée du crédit. Et là, il va dire, ouh, c'est bon ça, comme ça, je vais augmenter le taux et gagner de l'argent. Et tu vas voir, tu vas toquer 7, 8, 9, 10 portes. Les banquiers directement ou parfois tu donnes ça à des courtiers de crédit. Il faut savoir qu'il y a 3 types de banquiers, les grandes banques, c'est ING, KBC, BNP et Belfius, KBC ou CBC, les 4. Ces 4 banques, ils aiment quand vous mettez un apport, ils vous donnent les minimums d'inscription hypothécaire et le maximum de mandat, ils vous font gagner un peu d'argent, mais ils aiment que vous mettez d'apport. Alors les autres banques qui se trouvent au milieu, et les petites banques, par exemple, au milieu, Record, Argenta, Fintro, euh, Argenta, on a dit Fintro, Record Bank, et les banques un peu
deuxième rang qu'on entend, ce sont les moyennes banques. Il y a les petites banques qu'on les connaisse un peu, il y a les noms des assurances, AXA, PEV, AG et d'autres banques un peu plus petites. Alors, les petites et les moyennes, ils aiment par exemple que vous mettez d'autres biens en garantie, mais ils prennent le maximum d'hypothèques et leur taux n'est pas forcément le meilleur parfois. Donc, les taux sont un petit peu plus élevés par rapport à les grandes banques. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez mettre trop d'apport, vous allez dans les grandes banques, vous voulez mettre moins d'apport et un peu plus d'intérêt et mettre, voilà, vous allez dans les moyennes et les petites banques et vous jouez avec ça. Et vous pouvez donner ça à un courtier aussi de crédit qui, lui, va jouer, jongler avec les banques par rapport à ça. Et vous attendez, dès que vous avez un accord de crédit, là, il a mis 4% de taux d'intérêt. Vous prenez sur 4%, vous allez voir les banques, dites, monsieur le banquier, regardez, j'ai eu minimum d'inscription hypothécaire, mais 4% d'intérêt, si vous faites mieux. Et l'autre, il commence à les challenger. Et tu reprends, tu lui dis, écoute, j'ai fait ça dans plusieurs banques et j'ai reçu les deux offres en même temps. Là, s'ils m'ont donné 3,2%, donc si tu me donnes peut-être 2,9, on y va ensemble. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai jamais connu quelqu'un qui n'a pas eu son accord de crédit. Si tu n'as pas ton accord de crédit, ça veut dire que tu n'as pas fait ce que je viens de te dire. Tu n'as pas dit ce que ça et tu n'as pas vu 8, 9 banques. Il y a un excès d'argent sur les banques, dans les banques. Il suffit juste que tu vas avec ton grand sac, tu prends, évidemment, ton bien immobilier va influencer la décision. Si tu n'as pas acheté une bonne affaire, c'est mort. OK? Donc là, j'explique un peu tout ça. Et là, je vous donne un peu la checklist des documents à fournir si vous êtes en privé. Ben, vous allez avec le compromis, le plan financier, la matrice, les travaux, si c'est en vente publique, si s'il y a des locataires, vous donnez les baux. Et pareil, la checklist à fournir si vous êtes en société. OK? Plus vous donnez des documents, plus c'est structuré, plus la banque va avoir confiance, plus vous gagnez cette partie qui s'appelle la subjective, plus vous avez des meilleures conditions de crédit. OK, good. Financement bancaire, c'est easy, Danny, c'est simple. Je ne savais pas que c'était si facile. Et maintenant, vous devez attendre le retour. Donc, en attendant, vous allez signer ce qu'on appelle le compromis de vente.